moi je l'affirme au fort, Issa Chiroma Bakari est le président légitimement élu du Cameroun, même s'il a été frustré de sa victoire, tout le monde le sait. Même au sein de Serail, ceux qui sont encore honnêtes, qui ont une once de vérité et qui ont à cœur, n'est-ce pas, le devenir de leurs enfants, savent pertinemment, n'est-ce pas, que c'est Issa Chiroma qui est sorti vainqueur à la suite des paiements des élections de d'octobre 2000. Est-ce que ce n'est pas étrange? Parce que je ne peux pas comprendre, pour ce qui me concerne, que des enfants de 15 à 17 ans, n'est-ce pas, qui n'ont pas manifesté avec des preuves à l'appui, soient arrêtés, torturés. Peut-être lorsque nous poursuivrons cette émission, vous comprenez ce que j'entends par torture. Qu'ils soient arrêtés, n'est-ce pas, arrachés à leur famille et maintenus en prison. Ces gens n'ont pas voté, ils n'ont pas l'âge de voter. Quel aurait été le mobile de leur manifestation? Ça dit que ceux qui les arrêtent manquent de discernement. Ils manquent même de discernement. Parce que la première question qu'on se pose en matière criminologique est de savoir si celui supposé être auteur d'un acte infractionnel avait des raisons de commettre. Les jeunes de 15 ans, de 17 ans, ils savent quoi des élections? Une question au sein de l'opinion que le camp de M. Issa Chiroma Bakari n'a préparé aucun collectif pour la défense de Non. Moi, je le dis de manière péremptoire, je ne connais aucune organisation structurée comme en 2018 qui est chargée de la défense des prisonniers politiques. Mais sur le plan factuel, Paul Biya n'a pas été élu par les Camerounais. Ça, c'est une évidence. Moi, j'ai participé à ces élections-là. La justice a foutu le camp au Cameroun. Elle n'existe plus. J'ai dit bien, je suis avocat. Mais j'ai dit la justice n'existe plus. Et j'en suis l'une des premières victimes. Imaginez, si Paul Biya avait encore la manette, ce que les Camerounais vivent aujourd'hui n'existerait pas du tout. Il y a plus d'un Camerounais, par exemple, qui sont aujourd'hui dans les prisons, qui n'ont aucun dossier de procédure, qui ont été pris comme ça, ramassés dans la rue et jetés en prison, sans aucune identification. Est-ce que vous en rendez compte? Parce que j'ai parlé d'un cas d'un certain Julio et de Simon Bernard, qui ont été arrêtés, amenés au groupement de compagnie gendarmerie, ont amené dans le centre de torture qui existe là-bas. Simon Bernard, par exemple, a reçu pratiquement 60 coups de machette, au point de s'évanouir. Ça, c'est ce qu'il me rapporte. Au point de s'évanouir même, avant d'être ranimé par l'eau qu'on lui a versé dessus et amené en prison. C'est après peut-être 2 ou 3 jours que la famille a été informée et est venue à son secours pour l'alimenter. Est-ce que depuis 2019, par exemple, Paul Biya a tenu un conseil de ministre? Vous pensez qu'on dirige la République avec quoi? Vous n'êtes pas sans ignorer le cas d'un autre jeune qui est mort à Yaoundé, sous le coup des tortures, dont le collégien même de Yaoundé, n'est-ce pas, a même demandé à l'hôpital central de Yaoundé de l'exonérer de la famille des frais de la mort. Son co-détenu a dit qu'il est mort dessus des tortures. Depuis lors, est-ce que le président de la République a réformé son gouvernement? Ça ne se fait dans aucun pays. Pour vous dire et conclure que le pouvoir n'existe plus nulle part. Donc le président de la République, qualité de président du RDPC, instrumentalise les institutions de la République dont il est le supérieur hiérarchique, n'est-ce pas, pour broyer ses adversaires politiques. Je dis même un ennemi juré, un ennemi de la République, même qui n'est pas votre compatriote. Vous avez l'obligation, sous peine d'être poursuivi pour crime de guerre, de préserver son intégrité physique. Mais j'observe dans le contexte camerounais que toutes les règles en matière, même de guerre, ont été surclassées, ont été mises en berne. Quand vous allez en justice aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de soutien, soyez sûr que vous courez à votre perte. C'est le diagnostic qu'il faut faire aujourd'hui de la justice camerounaise. En cette matière, le tribunal militaire n'a aucune compétence. Le juge militaire, de par l'article 2 du Code pénal du Camerounais, de par l'article 45 de la Constitution du Cameroun, de par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, n'a aucune compétence, c'est-à-dire même la bribe de compétence pour juger des civils. Quel texte de loi, je me demande toujours, donne quelque droit que ce soit, à quelque autorité que ce soit, judiciaire que ce soit, à quelque officier de police judiciaire que ce soit, à quelque agent de police que ce soit ou de maintien de l'ordre, d'exercer des violences physiques sur des citoyens. Ça n'existe pas.
le 12 octobre 2025, le Cameroun vit une séquence sombre de son histoire. Des hommes, des femmes, des enfants, parfois arrêtés sans mandat, détenus sans jugement, oubliés derrière les murs où la loi semble s'être arrêtée aux portes des prisons. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un discours politique, mesdames et messieurs. Ce sont des faits, des noms, des corps meurtris, des mineurs emprisonnés et un silence d'État assourdissant. Face à moi, un homme qui a décidé de ne pas se taire, un avocat qui entre dans les prisons quand d'autres détournent le regard. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons Maître Fabien Kenyé, avocat des prisonniers politiques issus de la crise post-électorale de 2025 au Cameroun. Bienvenue sur Cameroun Investigation. Asseyez-vous confortablement. Si vous êtes nouveau, je vais vous demander toujours de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les notifications de nos émissions. Alors, bonjour Maître Fabien Kenyé. Bonjour Monsieur Fometio, bonjour à vos, comment dirais-je, à vos followers et merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée pour la première fois de devoir m'exprimer à travers votre tribune relativement à ces détenus politiques qui pour la plupart, n'est-ce pas, sont abandonnés à eux-mêmes et subissent, n'est-ce pas, les affres de la méchanceté humaine, comme vous l'avez dit à l'introduction de votre propos. Comment va Maître Fabien Kenyé aujourd'hui? Moi, je vais bien physiquement, je sors de mon sport et il faudrait bien que je me porte bien, n'est-ce pas, pour pouvoir porter secours à ceux qui en ont besoin. Je ne vous dirai pas le contraire. C'est vrai que un avocat qui s'aventure dans ces champs de misère ne peut ne pas emporter, n'est-ce pas, des coups sur le plan moral, mais il faut s'armer suffisamment, n'est-ce pas, de force mentale pour pouvoir tenir. Sinon, je partage la peine de tous ces détenus qui sont pour la plupart abandonnés à eux-mêmes à travers différentes prisons de la République, particulièrement à l'Ouest. Vous comprendrez peut-être au fur et à mesure que je vais m'exprimer pourquoi je dis particulièrement à l'Ouest. Pourquoi vous avez choisi d'être avocat, Maître Fabien Kenyé? Je crois que ça va être une vocation. Hein. Je suis à la base un scientifique, hein. Je n'étais pas sur le plan du cursus académique destiné à la profession d'avocat, mais c'est autour d'un déclic. Si je devrais m'étendre là-dessus, ça ferait peut-être plus des dizaines d'émissions. Il y a eu un déclic qui m'a attrapé sur le chemin, n'est-ce pas, de mon entrée à l'université, du fait de la mort d'un magistrat qui était décédé dans mon village Bafou, dont je suis originaire et qui n'avait pas eu de remplaçant. C'est comme ça que mon tuteur m'en avait fait part et j'ai décidé de faire des études de droit à l'université malgré avec le bac D dont j'étais nanti. Et lorsqu'il m'a fait part de cela, je lui ai dit d'office, je vais faire droit et que je serai avocat. Et j'ai pu penser que j'avais déjà les bases pour le faire parce que j'ai été moulé à l'humanisme. Parce que si un avocat n'a pas un peu d'humanisme en soi, il ne peut pas exercer ce métier qui est le nôtre. Justement, on voit vos différentes publications sur les réseaux sociaux. Vous faites régulièrement le rapport de vos rencontres dans les prisons au Cameroun. Maître, après toutes ces visites de prison, dites-nous la vérité, Maître. Comment allez-vous humainement aujourd'hui? Je dois dire que je suis un peu meurtri parce que pour défendre les gens ou bien lorsque vous êtes humainement conçu et que vous avez 208 os comme tout le monde et que vous avez le même sang qui coule dans les veines, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, entendre des récits aussi dramatiques qui vous sont rapportés par les personnes que vous rencontrez, les tortures dont elles ont été victimes et ne pas en prendre un coup. Il faut bien se le dire que lorsque vous vous séparez de ces personnes, le moral en prend un coup. Je vais vous raconter par exemple le cas d'un des mineurs, parmi les 5 que j'ai assisté à Bafoussam, au tribunal de première instance de Bafoussam, le cas lorsque je quittais là-bas, il ne m'adressait presque même plus la parole. Il fondait en larmes parce qu'on avait abandonné, on avait pu obtenir la libération de ses co-détenus, sans lui parce qu'il se trouvait qu'il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père, n'est-ce pas, pour pouvoir se porter comme on garantait que d'autres l'avaient fait. Un enfant âgé de 16 ans, vous imaginez, je suis aujourd'hui un père d'enfant. Lorsque je me trouve face à un enfant comme ça,
n'est-ce pas, que la société a enfanté et qui n'a pas de soutien, je ne peux que me sentir touché en tant que père, puisque j'ai des enfants aussi qui ont cet âge-là, n'est-ce pas, et qui ont fort heureusement pour eux tout ce qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, grandir dans une société qui est la nôtre. Donc lorsque je sors de ce genre de tournée, lorsque j'ai fini de m'entretenir avec ces détenus-là, je me sens véritablement meurtri. Mais comme je l'ai dit, puisque je suis un soldat, je dois m'armer de beaucoup de mental pour pouvoir poursuivre ma mission. Parce que c'est devenu presque une mission pour moi depuis pratiquement 15 ans. Et cela a atteint le pic, n'est-ce pas, avec la répression aveugle et sauvage qui a commencé, qui a atteint le pic, ou pas qui a commencé, qui a atteint le pic en 2018 à la faveur, n'est-ce pas, de la candidature de son excellence de brillantisme, professeur Maurice Kamto, le premier prix Boutros Ghali, qui est presque aujourd'hui l'une des sources d'inspiration pour moi, parce que voir qu'un homme autant, n'est-ce pas, autant aisé décider de prendre le destin de son peuple à cœur et ne pas l'assister, ce serait un peu failli à son devoir de citoyen camerounais. Donc il a en quelque sorte aujourd'hui pour moi comme un guide aussi. Je puise beaucoup de motivation dans sa force mentale, malgré tout ce qu'il subit. En parlant du professeur Maurice Kamto, vous signez toujours vos publications « Je suis Kamto ». Je suis Kamto, exactement. En fait, quand je dis que je suis Kamto, parce que c'est un homme qui inspire beaucoup. Parce que, voyez-vous, il avait tout pour, n'est-ce pas, vivre paisiblement sa vie, mais il s'est senti une mission qui s'était bien fixée avant même d'entrer en politique. Parce que, voyez-vous, pour ceux qui maîtrisent sa trajectoire, il me semble que sa vocation d'homme politique ou sa vocation de patriote est née depuis qu'il avait assisté à la pendaison de Ernest Ouandié à Bafoussam le 15 janvier 1971, si je ne me trompe pas. Et il a décidé qu'il... Bon, ça c'était du fait des colons. Il a dit je crois que c'est après, à la suite de cela, qu'il a décidé de tout faire pour sauver son peuple. Et la traduction de ce qu'il fait aujourd'hui est, je crois, extraordinairement contenue dans l'urgence de la pensée. Lorsque vous finissez de lire cette œuvre-là, une œuvre achevée, vous ne pouvez que, n'est-ce pas, partager la passion de ce monsieur qui, jusqu'à présent, n'a jamais failli. Hein. Lorsque je signe, je suis Kamto, c'est pour dire effectivement que je suis l'un de ses disciples et que, à ma manière, sans nécessairement passer par les mêmes méthodes que lui, comme avocat, n'est-ce pas, je me situe dans le même sillage d'accomplissement de la mission qui consiste à libérer ce peu parce que, voyez-vous, M. Fomitio, il me semble que le colon est certes parti, mais les néocolons sont encore pires que les colons. Vous imaginez? Au moins, les colons, ils avaient des lois qu'il fallait respecter. Lorsque vous respectez ces lois, vous n'aviez aucun compte à rendre à l'autorité administrative. Mais aujourd'hui, au Cameroun, peu importe que vous respectiez la loi, c'est quand vous respectez même la loi, n'est-ce pas, que des cancres, excusez-moi de le dire, des cancres qui à peine, n'est-ce pas, ont peut-être le cas de votre niveau intellectuel décidé de vous enseigner le droit. C'est ce que je vis au quotidien. Et c'est dramatique pour une société dans laquelle on ne connaît plus des valeurs. Quand vous parlez du professeur Maurice Kamto, on ne le sent pas trop dans la lutte pour les prisonniers, la lutte que vous menez, la lutte pour la libération des prisonniers politiques. Sentier que vous voulez parler du professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto. Je vais vous surprendre. Vous n'êtes pas sans ignorer, peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas aussi, que depuis le 12 octobre, aucune structure, j'ai dit bien aucune structure au niveau du Cameroun n'a été mise en place, que ce soit au niveau de Issa Chiroma, que ce soit au niveau de ses soutiens, pour prendre en charge les détenus politiques. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Si moi j'ai décidé, à titre personnel, je le dis bien, j'insiste là-dessus, à titre personnel de continuer ce combat, je crois que c'est la poursuite de ce que le professeur Maurice Kamto a initié en 2018. Vous connaissez bien l'existence du collectif Souverain Soc, n'est-ce pas, qui s'était constitué autour du président, du professeur Maurice Kamto, de MLC pour acheter. Ce n'est pas le collectif. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Aujourd'hui, il y a quelques personnes dans le collectif, dont mon confrère Maître Sim, Maître Méli, Maître Djodo, Maître Chedjou, mais ceux-là sont confinés à Yaoundé, dans la ville de l'exercice professionnel. Il y a Maître Ngefa qui a été désigné par Issa Chiroma comme son représentant, qui est au niveau de
voilà, et qui a su, n'est-ce pas, qui coordonne, comment dirais-je, un collectif pour les prisonniers politiques. Mais pour moi, ce qui me concerne, c'est une responsabilité personnelle. Je dis que je poursuis la mission individuellement, n'est-ce pas, initiée depuis par le collectif Sylvain Sob. Donc, je poursuis la même mission. Peu importe aujourd'hui qui est au devant de la scène, j'estime pour ma part que je poursuis la mission du collectif Sylvain Sob, même si c'est devenu presque comme ma responsabilité personnelle. Tout d'autant plus qu'en dehors de ces deux villes, Douala et Yaoundé, je crois qu'il y a aussi l'un de nos confrères, Raphaël Dougoué au nord, qui essaie tant bien que mal d'assister ces détenus politiques. Mais il n'y a aucune organisation autour, telle que nous l'avons vu en 2018, avec le contentieux post-électoral à la suite des élections, n'est-ce pas, dont le président élu Maurice Kamto avait été frustré. Il n'y a aucune organisation pour assister les détenus politiques comme je le fais. D'où je me suis senti encore plus d'obligation de prendre mon bâton de pèlerin. Je me fais souvent appeler avocat pèlerin. Parce que là où chaque compagnon est menacé dans sa liberté, je me sens l'obligation, sans trop savoir pourquoi, n'est-ce pas, de voler à son secours, avec tout ce que cela peut me comporter comme un risque. On a comme l'impression au sein de l'opinion que le camp de M. Issa Chiroma Bakary n'a préparé aucun collectif pour la défense des Non. Moi, je le dis de manière péremptoire, je ne connais aucune organisation structurée comme en 2018 qui est chargée de la défense des prisonniers politiques. Parce que, voyez-vous, pardonnez-moi de devoir revenir sur le cas du collectif Sylvain Sob. Au-delà du collectif Sylvain Sob, à la suite du contentieux électoral de 2018, il y a eu toute une organisation dont la diaspora, beaucoup de compagnies de bonne volonté, ici au niveau du Cameroun, n'est-ce pas, dans aucun pays du monde. Cela n'était vu. Tous les prisonniers politiques étaient pris en charge sur le plan de l'assistance judiciaire, sur le plan de la nutrition, sur le plan sanitaire. On prenait même en charge les enfants, mais ça n'existe pas, n'est-ce pas, en ce qui concerne le collectif qui existait s'agissant du candidat vous avez Issa Chiroma. Tout à l'heure cité Maître Augustin Gueffak. Quel est son rôle? Il n'est pas. Maître Gueffak, il a été en fait désigné, j'ai pu le dire, par le président légitime du Cameroun, parce qu'il faut bien se le dire, moi je l'affirme au fort, Issa Chiroma Bakary est le président légitimement élu du Cameroun, même s'il a été frustré de sa victoire, tout le monde le sait. Même au sein de Serail, ceux qui sont encore honnêtes, qui ont une once de vérité et qui ont à cœur, n'est-ce pas, le devenir de leurs enfants, savent pertinemment, n'est-ce pas, que c'est Issa Chiroma qui est sorti vainqueur à la suite des paiements des élections d'octobre 2012. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour vous de le dire, étant donné que le Conseil... Je le dis, le Conseil constitutionnel sur le plan constitutionnel a consacré Paul Biya président de la République. C'est un fait, n'est-ce pas, c'est un fait juridique consacré. Mais sur le plan factuel, Paul Biya n'a pas été élu par les Camerounais. Ça, c'est une évidence. Moi, j'ai participé à ces élections-là. Nous avons des canons de communication. Nous savons tous que Paul Biya n'a pas été élu. Mais est-ce que Paul Biya avait me demandé d'être élu? Il a été élu, il est où présentement? Voilà un père qui ne demandait, n'est-ce pas, qu'à prendre sa retraite paisiblement, qui, par exemple, le 31 octobre 2025, le 31 décembre 2025, autant pour moi, a eu pour seul programme politique le nouveau gouvernement qui devrait former dans les tout prochains jours. Où est ce gouvernement-là jusqu'à présent? Où sont les Camerounais? Le président Paul Biya les Camerounais sont abandonnés à qui aujourd'hui? Le président Paul Biya est assez mature. Depuis le 31 décembre 2025, est-ce que vous pouvez dire où se trouve Paul Biya? Il y a été. Vous, M. Fomichou? Il fait quoi? Il étudie? Il travaille. Un président, c'est sur le terrain. Il a étudié pendant que ses arrière-petits-enfants de 16, 15 ans, 17 ans sont en prison. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient informés de ce que ces enfants sont en prison. Parce que, voyez-vous, je peux vous rassurer que moi, je n'en veux tellement pas à Paul Biya. Ou bien s'il lui en voudrait, c'est de pas sa propre responsabilité. En 1992, dans les années 90 par exemple, il y a eu plus d'exactions qu'en 2018 et en 2025. Aucun Camerounais n'a séjourné en prison plus de 2 mois. Vous vous imaginez? Si Paul Biya avait encore la manette, ce que les Camerounais vivent aujourd'hui n'existerait pas du tout. Il y a plus d'un Camerounais, par exemple, qui sont aujourd'hui dans les prisons, qui n'ont aucun dossier de procédure, qui ont été pris comme ça, ramassés dans la rue et jetés en prison, sans aucune identification. Est-ce que vous en rendez compte? À la prison de Gomba, par exemple. C'est du ressort du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice dépend de quoi? Du gouvernement de Paul Biya, non? Qui est comptable, n'est-ce pas, de ces ministres? C'est bien le président de la République.
qui n'a pas été élu, qui n'a même pas demandé à être élu. Mais qu'est-ce que vous en savez, maître? Mais j'en sais, s'il vous plaît, moi je suis juriste, avocat, c'est-à-dire sur le plan constitutionnel ou sur le plan du fonctionnement des institutions. Je suis quand même initié, j'ai quand même quelques bribes de connaissances pour savoir comment fonctionne une république. Est-ce que depuis 2019, par exemple, Paul Biya a tenu un conseil de ministres? Vous pensez qu'on dirige la république avec quoi? À la faveur des élections législatives municipales de 2020, il y a eu de nouveaux députés, de nouveaux conseillers municipaux. C'est-à-dire qu'on devait rabattre les cartes politiques. Depuis lors, est-ce que le président de la République a réformé son gouvernement? Ça ne se fait dans aucun pays. Pour vous dire et conclure que le pouvoir n'existe plus nulle part. C'est pour ça que chacun fait ce qu'il veut. À juste titre, regardez ce qui se passe au port autonome de Douala aujourd'hui. On ne sait plus qui est président là. On ne sait plus quel rôle, quelle est la personne, n'est-ce pas, quel est le rôle que joue le Premier ministre, quel rôle joue, n'est-ce pas, quel rôle joue le ministre des Finances, quel rôle joue le secrétaire général de la présidence de la République. Nous sommes dans une république en lambeaux. Tout ça parce que quelqu'un à qui on a remis le pouvoir, si vous le permettez, à qui on a remis gratuitement le pouvoir à l'échéance de ses forces physiques et peut-être mentales, n'a pas cru devoir ne serait-ce même former un dauphin pour pouvoir le remplacer. Même pas son fils. D'autres chefs de l'État l'ont fait. Nous sommes véritablement un continent, comme l'on dit, je ne sais pas qui est à l'origine de cette expression. Nous sommes vraiment dans un état continent, M. Foumetio. Je le dis avec tout, étant très, très à l'aise, hein, et personne ne me démentira. D'accord, pour le moment, la nomination des ministres provient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je vais vous dire quelque chose. Hein. J'ai l'impression que les Camerounais ne sont pas encore... Je ne dirais pas comme l'avait dit Jacques Chirac, qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont... Quels sont leurs droits. Est-ce que vous savez que le président de la République, élu ou pas, est dépositaire d'une somme de chaque parcelle de pouvoir que vous et moi nous remettons entre ses mains et qu'il devrait nous rendre compte et que nous devons décider, même le lendemain de son élection, qu'elle soit démocratique ou pas, de le démettre et qu'il est tenu de nous rendre compte et que s'il est là, c'est de notre responsabilité. Je crois que c'est ce que m'attelle tout le temps maître à l'ISCOM. Les Camerounais doivent le savoir. C'est la raison pour laquelle nous votons. Le bulletin de vote, là, la carte électorale, c'est l'arme que chaque citoyen a entre ses mains pour pouvoir décider de la marche des choses de la République. Le pays n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient non plus au président de la République. Il m'appartient à proportion égale, il vous appartient à proportion égale, de même que le pouvoir. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une dictature. Okay, mais des cancres qui ne comprennent rien à rien vous diront le contraire. Ok, mais parlons des élections. Le corps électoral devrait être convoqué hier. Est-ce que vous avez des informations précises par rapport à ça? Que dit la loi? En principe, je ne voudrais pas beaucoup m'aventurer sur ce plan parce que, au regard des textes que je ne veux pas citer, le président de la République, normalement, avait jusqu'à hier, 9 février, me semble-t-il, pour convoquer le corps électoral par rapport aux élections municipales. Il ne l'a pas fait. Législatif. Il ne l'a pas fait. Est-ce que dans ces pays, si on respecte encore la loi? On ne respecte plus rien. Il y a eu bien avant, il y a eu les élections présidentielles. Quelles sont les conséquences qui devraient s'en suivre? Naturellement, rabattre les cartes politiques. Il devrait écouter à travers les urnes, même s'il y a eu tricherie, l'expression des Camerounais. Parce que ce sont les Camerounais dans les urnes qui lui donnent le pouvoir pour agir, qui lui donnent l'orientation politique qu'il peut avoir, qu'il a entre les mains pour gérer un pays. Dans l'intervalle, est-ce qu'il a bougé le moindre doigt? Voilà que nous sommes déjà hors délai par rapport à la convocation du corps électoral. Il ne dit rien. En réalité, les lois au niveau du Cameroun sont mises totalement en berne. Nous sommes dans une république exceptionnelle aujourd'hui. L'État n'existe presque plus. Parce que l'État, c'est un gouvernement, l'État, c'est une population. Il y a la population, il y a le territoire et le gouvernement. Le gouvernement est où? Ok, maître, revenons à la lutte pour les prisonniers politiques. Dans le combat que vous menez, y a-t-il une image, un visage, une scène vécue récemment qui vous empêche encore de dormir la nuit? Il y en a plusieurs. D'abord, au niveau de Douala, il y a des images qui me sont venues de prison, de la prison de Newbel. Des enfants aux pieds qui saignaient avec les balles, qui ont été victimes, n'est-ce pas, de balles tirées à bout portant par certaines forces, de balles réelles, n'est-ce pas, qui après peut-être le séjour de 2 mois à Lekentini,
Au lieu qu'on leur permette de se rétablir avant de leur demander des comptes, de rendre compte, si tant est que ces personnes devaient rendre compte, on les a envoyés à New Bell. Lorsque vous voyez dans quel piteux état ces personnes se retrouvent avec les pieds qui pourrissent, ça fait très très mal. Lors de ma tournée à la prison de Baganté, spécifiquement au moment où je devais rentrer, j'ai aperçu un jeune qui tenait à peine sur les béquilles, accompagné de deux gardes-corps qui venaient le livrer, n'est-ce pas, à la prison de Baganté. Est-ce que vous savez d'où il sortait? De l'hôpital régional de Bafoussam. Il s'y trouve alors qu'il a encore une balle dans le pied. On trouve quand même le moyen de le sortir de la prison pour l'incarcérer. Est-ce que c'est humain? Même les gendarmes, qui sont peut-être plus sensibles que nous les civils, me suppliaient pour que je supplie, pour que je saisisse les autorités administratives ou les autorités en charge de la justice pour qu'elles puissent permettre à ce monsieur d'aller encore en soins, subir ne serait-ce qu'une opération chirurgicale pour pouvoir, n'est-ce pas, être déchargé de cette balle. Que non. Je suis même allé vers le régisseur qui m'a dit que son rôle consistait tout simplement à recevoir ses pensionnaires, à les garder. Vous imaginez, lorsque vous vivez ça, face à un homme comme vous, qui apparemment n'a rien fait, vous ne pouvez qu'être révolté dans une république. Puisque même les pires criminels ont des droits. Il y a ce qu'on appelle le droit de la guerre. Peut-être nos autorités ne le savent pas. Quand bien même vous avez entre vos mains le pire des criminels, je dis même un ennemi juré, un ennemi de la République, même qui n'est pas votre compatriote, vous avez l'obligation, sous peine d'être poursuivi pour crime de guerre, de préserver son intégrité physique. Mais j'observe dans le contexte camerounais que toutes les règles en matière, même de guerre, ont été surclassées, ont été mises en berne. Parce que je ne peux pas comprendre, pour ce qui me concerne, que des enfants de 15 à 17 ans, n'est-ce pas, qui n'ont pas manifesté avec des preuves à l'appui, soient arrêtés, torturés. Peut-être lorsque nous poursuivrons cette émission, vous comprenez ce que j'entends par torture. Qu'ils soient arrêtés, n'est-ce pas, arrachés à leur famille et maintenus en prison, alors que leur place devrait se retrouver auprès de leur père ou à l'école. Nous sommes aujourd'hui le 10 février, c'est-à-dire la veille de la fête de la jeunesse. Qu'est-ce que le président de la République va nous dire ce soir par rapport à ces jeunes? Ils sont une huitaine, je crois, à la prison de Baganté. Ils sont peut-être une dizaine à la prison de Fouman. Peut-être une quinzaine à la prison de Kondengi. Je parle des différentes prisons où je me suis rendu. En Goma, ils sont plus d'une quinzaine aussi. Vous avez, dans une de vos publications, cité les mineurs de 16, 17, 18 ans. Le ministre de l'Organisation territoriale avait fait savoir que tous les mineurs issus de la crise post-électorale avaient été libérés. Mais pourquoi, à Baganté, vous citez encore... C'est ça qui est assez étonnant parce que, voyez-vous, monsieur Fomesio, lorsque je vais à la prison de Bafoussam, je n'y vais pas pour ces mineurs. Ça, c'est le 2. Mardi, le 2, c'est mardi, le 2, autant pour moi, parce que lundi, la veille, j'étais à la prison de Fumban. Le lendemain, mardi, j'étais au tribunal militaire puisque j'avais apprêté des requêtes aux fins de mise en liberté pour toutes ces personnes qui ne devraient pas se trouver en prison. Je vais donc à la prison de Bafoussam. C'est au moment de partir que fortuitement, je me rends compte de ce qu'il y a des mineurs là-bas. Cela m'a poussé, et je suis informé de ce qu'ils sont déjà traduits par devant le tribunal de première instance pour des faits de tentative de rébellion et de pillage en bande. Je ne sais pas ce qu'on entend par tentative de rébellion et de pillage en bande. Tentative de pillage en bande. Pour des enfants qu'on a arrêtés dans une salle de jeu. Alors, et surtout que des édifices ou des commerces avaient été pillés dans les environs. On n'a pas attrapé ceux qui ont pillé ces commerces. Pour tous les tout petits, tentative en bande, ça veut dire quoi? Tentative de rébellion. Pillage en banque. Ce sont des infractions pénales. La rébellion des infractions, c'est-à-dire que vous refusez, n'est-ce pas, d'obéir aux décisions de l'autorité. Je ne sais pas à quelle décision. Pour vous le dire davantage, ces gens n'ont pas voté, ils n'ont pas l'âge de voter. Quel aurait été le mobile de leur manifestation?
Ça dit que ceux qui les arrêtent manquent de discernement. Ils manquent même de discernement. Parce que la première question qu'on se pose en matière criminologique est de savoir si celui supposé être auteur d'un acte infractionnel avait des raisons de commettre. Les jeunes de 15 ans, de 17 ans, ils savent quoi des élections? Est-ce qu'ils sont concernés par ce combat que nous menons, nous leurs parents? Est-ce qu'à la suite de votre intervention, ils ont été libérés? Fort heureusement, c'est l'occasion aussi de tirer un coup de chapeau au président du tribunal et premier instance de Bafoussam, parce que c'est l'une des rares fois que j'ai rencontré un magistrat aussi humain, attaché à la règle de loi et sa conscience, respectueux de son serment de magistrat qu'il a prêté. Parce que lorsque j'arrive, je pense que j'y ai retrouvé un confrère, mais la partie ne devait pas être aussi facile. Mais leur cause devait être renvoyée pour le 12 février. J'ai lu dans leurs yeux le désespoir. Le désespoir. Comment ces jeunes étaient complètement perdus. Cela m'a donné la force pour convaincre le président du tribunal de ce que nous étions les pères, nous étions aussi, que c'était aussi nos enfants. Et qu'on regarde la loi, des textes de loi que j'ai cités, ils pouvaient les laisser sous garant, puisque leurs parents étaient là. Ils ne sont pas des enfants perdus. Pour la plupart, c'était des élèves. Donc le président m'a écouté en respect de la loi, conformément à la loi, et sur la réquisition du ministère public qui a été aussi suffisamment clément, il les a laissés là où ils devraient être, c'est-à-dire entre les mains de leurs parents. Et ils sont rentrés. Donc ça veut dire que de nos jours, la justice n'est pas totalement... Si c'est pour la justice, ça c'est une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc ce n'est qu'une étincelle. Ce cas que j'évoque de ce magistrat, à qui il tient un coup de chapeau. La justice a foutu le camp au Cameroun. Elle n'existe plus. J'ai dit bien, je suis avocat, mais j'ai dit la justice n'existe plus et j'en suis l'une des premières victimes. Ça va faire pratiquement, excusez-moi d'utiliser votre tribune pour le dire, ça va faire pratiquement 2020. Ça va faire pratiquement 6 ans que je cours après mes honoraires, évalués à près de 600 millions de francs CFA. Le fruit de mon travail, 15 ans de travail. Un monsieur a pris sur lui de les réduire à néant. Le président de la Cour d'appel du littoral. Feu bâtonnier, je vais le citer, Tchakoun Tepati, qui m'avait signé les ordonnances de taxation données par rapport à ces dossiers. Il m'en voulait tout le temps. Me posait la question de savoir comment j'ai pu autant travailler sans me faire payer avant de me rendre une ordonnance de taxe. C'est-à-dire l'ordonnance de taxe, c'est une décision qu'on rend contre votre client en faveur de l'avocat pour consacrer ses honoraires. Au niveau de l'instance, le juge a fait pareil, a dit, Maître Kenny Fabien a travaillé, il faut le payer. N'est-ce pas? A confirmé cette ordonnance-là. Mais en appel, un monsieur a réussi sur le nom même pas de diviser, de fractionner ces honoraires-là. Ça, c'était le 2 février, ça, c'était le 7 février 2022. Je n'oubliais jamais. Beaucoup ont pensé que j'allais me suicider par rapport à ça. Je suis donc, pour vous dire, ce n'est pas pour rien que je continue à travailler. C'est le sacerdoce. Même pour les hommes d'affaires, je fais ce sacerdoce-là. Justement, j'allais vous poser... Même pour les hommes d'affaires, je fais ce sacerdoce. Donc l'un d'eux ne m'a pas payé. Et lorsque je me suis interrogé sur les raisons fondamentales pour lesquelles ce juge-là pouvait m'empêcher, n'est-ce pas, de recouvrer mes aliments, de recouvrer mes subsides pour pouvoir nourrir ma propre famille et envoyer mes enfants à l'école. On m'a dit que je payais, n'est-ce pas, mes activités d'opposant. J'ai dit que non. C'est bien, je suis libre dans ma tête. Je suis tranquille, je suis libre. Ma conscience est tranquille. Quand je dors dans un sommeil profond. Je ne dois rien à personne. Ma seule responsabilité, c'est de procurer du bonheur à ceux qui en ont besoin, aux hommes qui souffrent. Comme je le fais pour les détenus politiques. Oui, vous soulignez Maurice Kamto aujourd'hui est devenu un très grand danger. Vous n'êtes pas sans jurer que j'avais été aussi kidnappé. Et que je l'ai dû mon salut qu'à la clameur populaire, nationale et internationale, qui m'a extirpé des mains de la sécurité militaire, dont je ne sais quel traitement m'était destiné. J'allais justement vous poser, est-ce que vous rencontrez des obstacles du côté de l'administration pour ce travail? Bien entendu, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je le dis toujours, hein, lorsque j'avais fini de faire mon travail à la prison de Baganté, et que je suis parti, naturellement, j'avais fait des prises de vue là-bas. La prison, c'est un bâtiment public. Je suis parti. Le soir, j'ai été appelé, il devait être autour de 20 heures par le régisseur de la prison lui-même.
qui n'a pas manqué de me sermonner. Je lui ai rappelé que, mais vous parlez de quoi là? D'un bâtiment public, j'ai fait des prises de vue sur la... Il me dit que c'est noté là, qu'il y a une plaque sur laquelle il est inscrit qu'on ne devrait pas filmer la prison. On est dans quelle république? Cette prison appartient au peuple. Même l'étudiant appartient au peuple camerounais. Ce n'est pas la maison Est-ce qu'il y a une raison Paul Biya pour laquelle on ne devrait pas filmer? Et aucune raison. Il peut me pas. Il s'adresse à un avocat. Quelle raison? Même au sein de la prison, on peut filmer. Rien ne l'interdit. Puisque l'État est supposé garantir la sécurité des personnes et des biens. Pour s'assurer que les hommes, les personnes et les biens sont bien protégés, ou que l'État assure cette mission qui lui est dévolue de par la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en être témoin, il faut faire des témoignages à travers quoi? Des reportages des journalistes que vous êtes, ou à travers des prises de vue. Mais il me sermonne pour avoir filmé juste le bâtiment. À l'entrée, moi je lui ai dit que c'est trompé de personne. S'ils ont leur clientélisme politique à faire, je ne suis pas concerné. J'ai décidé aussi pour des raisons de sécurité. Effectivement, il m'a évoqué la raison de sécurité par rapport à quoi? Je n'ai pas filmé à l'intérieur. La sécurité serait par rapport à quoi? Les gens viendraient envahir la prison. C'est un bâtiment public sécurisé. C'est un centre pénitentiaire. Les gens peuvent prendre les prises de vue parfois. Pour faire quoi? Pour préparer des évasions. Non, ça n'a pas de sens. Ça peut être une raison du régisseur. Ça n'a pas de sens. Ce serait trop. Je crois que vous le faites pour rire ou bien pour nuancer ce que j'étais en train de dire. Okay. Mais je suis très serein là-dessus. Vous avez tout à l'heure parlé des blessés par balle, des détenus affamés et parfois même des malades abandonnés. Pour le cas de la prison, sans vous interrompre, de la prison de Baganté, il y a 25 personnes dont je m'occupe. Lorsque j'y arrive, le mercredi 4 février, il y a 2 personnes qui manquent à l'appel. En dehors de celui qu'on m'a amené sortant de l'hôpital général, sur les béquilles, il y avait la balle dans le pied. Et il y avait un autre dont on m'a rapporté être couché depuis 4 jours, qui ne s'est pas alimenté et qui ne prenait pas de soins parce qu'il n'y a pas de plateau technique à l'infirmerie. Qui ne s'est pas alimenté parce qu'il n'y avait pas ou bien... Il est malade, il n'est pas soigné. Du coup, il n'a pas d'appétit. On ne m'a pas dit que c'est parce qu'il manquait de quoi manger. Il n'est pas soigné, il est malade, il est alité, couché depuis 4 jours, qu'il n'a pas mangé. La chute, c'est quoi? On va entendre qu'il est mort. Qui en sera responsable? Est-ce qu'il n'y a pas d'infirmerie là-bas? Elle n'a aucun plateau technique. C'est ce qu'on m'a rapporté. À preuve, même que ce soit dans les grandes villes, chaque fois que vous êtes malade, si vous n'avez pas la chance, n'est-ce pas? Si la maladie est d'une certaine intensité et que vous n'avez pas la possibilité d'aller vous soigner à l'extérieur, c'est la mort assurée. Nos prisons ne sont pas dotées de véritables infirmeries. À titre illustratif, nous avons perdu l'un de nos camarades, Dago Koufet, qui est mort, je crois, en 2022, n'est-ce pas, du fait de chute de choléra. Est-ce que actuellement... Un choléra il m'a dit qu'il peut être facilement soigné. Une maladie de la saleté dans la prison. Il est mort à Douala. J'ai dit encore paix à son âme. C'était ça m'a, comme vous parliez là, ça m'a véritablement heurté. Jusqu'au jour, je m'en remets pas parce que c'est un garçon robuste. C'est lui qui haranguait, n'est-ce pas, les autres co-détenus lorsqu'ils arrivaient dans le camion, lorsqu'ils venaient de la prison pour les juridictions. Mais il est mort. Est-ce qu'il y a des prisonniers issus de la crise post-électorale qui sont déjà décédés? Bien entendu. Vous avez bien suivi le cas du jeune qui est mort à la prison de Ngoma récemment. Ça devait être le 2 février, là, pendant qu'il était à... Il est décédé sur les mauvaises conditions de détention. Je crois qu'il avait déjà... Il est mort de suite de tortures qu'il avait subies au groupement de compagnie de gendarmerie de Douala. Il faut le dénoncer. Des suites de tortures qu'il avait subies. Parce que j'ai parlé d'un cas d'un certain Julio et de Simon Bernard qui ont été arrêtés, amenés au groupement de compagnie de gendarmerie, ont amené dans le centre de torture qui existe là-bas. Simon Bernard, par exemple, a reçu pratiquement 60 coups de machette. Au point de s'évanouir. Ça, c'est ce qu'il me rapporte. Au point de s'évanouir même, avant d'être ranimé par l'eau qu'on lui a versé dessus et amené en prison. C'est après peut-être 2 ou 3 jours que la famille a été informée, est venue à son secours pour l'alimenter. Tudo, dont je parle, a subi le même sort. Au moment où il allait en prison, le commandant des lieux, le responsable des lieux, lui a dit que là où on l'amène, il ne sait pas s'il va s'en sortir vivant. C'est-à-dire c'est volontairement que des êtres humains comme nous, qui ont des enfants, des femmes, des sœurs, des mères, des frères, décident de traiter leurs semblables plus que des animaux pour en tirer quel profit. Et soit dit en passant, la plupart du temps,
ces exactions, ces actes de torture hautement répréhensibles par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international sur les droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, n'est-ce pas, les condamnent, réprouvent cela. Ces personnes, pour la plupart, ces actes, pour la plupart, ont pour justification profonde le tribalisme, je vous le dis, et j'assume. Pourquoi? Ont pour justification. Parce que lorsque le colonel en charge du gouvernement de gendarmerie territoriale de Douala demande de torturer ce geôlier en question, il lui pose la question de savoir d'où il est originaire. Il lui dit qu'il est de Bangola. Il lui pose la question de savoir s'il sait que la belle-mère du chef de l'État, que la belle-mère du chef de l'État est sortant là et qu'il y a le goudron chez eux. Il demande s'il sait d'où il est originaire et s'il sait qu'il n'y a pas la moindre portion de goudron chez eux. Il finit par dire que là où je suis là, tu ne pourras jamais atteindre cette place. Donc il y a le langue de tribalisme. Il paye, n'est-ce pas, ses origines de l'Ouest ou de cette région-là, où selon lui, supposément, serait développée alors que sa région n'est pas développée. La faute à qui? C'est très grave ce que vous dites. Je le dis, c'est une vérité. Je vous rapporte des faits. Moi, je suis avocat, je rapporte des faits tels qu'ils me sont racontés. Et c'est vrai, ils le savent. Vous n'êtes pas sans ignorer le cas d'un autre jeune qui est mort à Yaoundé, sous le coup des tortures, dont le collégien même de Yaoundé, n'est-ce pas, a même demandé à l'hôpital central de Yaoundé de l'exonérer de la famille des frais de la mort. Son co-détenu a dit qu'il est mort dessus des tortures. On a parlé pour masquer ce crime, on a parlé de l'épilepsie dont il ne souffrait pas selon sa famille. Quel texte de loi, je me demande toujours, donne quelque droit que ce soit, à quelque autorité que ce soit, judiciaire que ce soit, à quelque officier de police judiciaire que ce soit, à quelque agent de police que ce soit ou de maintien de l'ordre, d'exercer des violences physiques sur des citoyens, ça n'existe pas. Et malheureusement pour ces personnes-là, lorsqu'elles sont prises individuellement, qu'elles sont traduites en justice et qu'elles sont appelées à répondre, elles répondent seules. La responsabilité pénale étant personnelle. Parce que les cas de torture que j'évoque là, il y a la documentation autour. Ces personnes devront en répondre tôt ou tard. Qu'elles se le tiennent pour dire. Ce n'est pas Maître King qui le dit. Ce sont des faits. Vous avez dit dans une de vos publications, tous disent la même chose. J'attends les instructions. Dans ce pays, Maître, qui a encore le courage de décider? Vous aviez par exemple évoqué tout à l'heure le cas des magistrats. Et la justice, il existe encore une justice. Je vous ai dit que la justice n'existe pas. Je vais prendre un cas pour illustrer, le cas de Essama André Blaise. La prison de New Bell. La prison de New Bell. Essama André Blaise est pris le 8 novembre par Madame le commissaire 2025, par Madame le commissaire du 4e arrondissement de Douala, avec ses éléments. Et il y a un monsieur, Siakam Scotty Winners, qui s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. On l'a embarqué avec Essama. On les a déposés à la prison de New Bell. Sans aucune notification, sans leur notifier aucun motif, du motif pour lequel on les met en prison. Je lui ai dit qu'ils se retrouvaient en prison. Lorsque je leur rends visite, ils m'informent de ce que, surtout Essama, de ce qu'il a eu dit qu'il serait en prison suite à un arrêté de garde à vue administrative pris par le gouverneur de la région du littoral. La garde à vue administrative est prise donc pour 15 jours. Elle a été décidée le 10 novembre, puis je m'en suis rendu compte, pour 15 jours. Ça dit qu'après les 15 jours, Essama Hoha et son co-détenu devraient recouvrer la liberté. Que non. Le 30 décembre, je saisis donc le juge chargé des libertés pour qu'elle constate, le juge de l'habeas corpus, pour qu'il constate le caractère arbitraire et illégal de leur détention. C'est-à-dire qu'il s'agit de la présidente du tribunal de grande instance du Fourie, compétent à cette matière pour obtenir leur libération immédiate. La cause est enrôlée pour le 7 novembre. Le 7 janvier 2026, autant pour moi. Je suis à l'audience avec lui. Il y a le dossier de procédure, puisque par l'aide de convocation,
on demande à celui qui détient la personne qui se plaint de l'amener avec les explications de sa détention. C'est cet arrêté qui est produit dans le dossier. L'arrêté qui date du 10 novembre 2025, qui n'a pas été renouvelé. J'ai dit à M. le Président, rendez-vous en compte. On a pris un arrêté de garde à vue administrative pour 15 jours. C'est-à-dire que tout au plus, ils devaient recouvrir leur liberté le 26 novembre 2025. Cela n'est pas fait. Ils trouvent quand même le moyen de faire renvoyer le dossier à la demande du représentant du ministère public qui dit qu'il va vérifier sa situation carcérale. Donc pour ces réquisitions, j'ai d'abord parlé de la situation carcérale, j'ai crié au scandale que la personne qui détient Samaho et son co-détenu a dit voilà le titre en vertu duquel nous le maintenons. Lorsqu'il a eu renvoyé l'affaire, nous étions le 8 pour le 15. Moi, comme j'agis aussi, c'est un moyen de défense, pas mes publications. J'ai publié sur mon mur le compte rendu des 7 audiences tel que Chandler a décrit. Le lendemain, 8 janvier, j'étais à Yaoundé à pleine audience pour recevoir d'autres prisonniers, pour assister d'autres prisonniers politiques, ceux de Konengi. J'apprends depuis la prison que Isamaho et Siakam Koti Wiener ont été sortis de force autour de 13 heures pour être amenés devant un juge d'instruction militaire du tribunal militaire de Douala, qui l'a notifié une ordonnance de mise en détention provisoire pour 6 mois. Mais est-ce que vous pouvez y comprendre quelque chose? Quel est le statut de Isamaho entre le 26 novembre 2025 et le 8 novembre? Qui l'a mis en prison? Comment fait-il pour se retrouver devant le juge d'instruction militaire du tribunal militaire de Douala? Comment le juge des libertés, à qui le pouvoir a dévolu, à qui le législateur a confié ces pouvoirs-là, de libérer quelqu'un lorsque sa détention est manifestement illégale et arbitraire? Tous les éléments sont là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce magistrat-là, de l'ordre judiciaire, ne le libère pas? Ça, c'est à titre illustratif. Au-delà de Isamaho, par la suite, sa requête a été rejetée. Vous vous imaginez? Donc, face aux preuves indiscutables, le juge de l'habeas corpus, qui avait les mains liées par la loi, et les preuves de ce caractère arbitraire et illégal de la détention de Isamaho, ont rejeté ma requête. Selon vous, pourquoi? Ils ont peur. De qui? Je leur ai dit. Ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien du tout. Soit ils sont des carriéristes. Ils ont peur pour leur carrière d'abord. Ils ont peur pour leur ventre. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un juge, puisque selon le statut de la magistrature, le juge juge selon la loi et sa conscience. Je vous ai parlé de la loi. Donc la loi est son seul protecteur. Il ne devrait avoir peur de personne d'autre. Est-ce que la politique s'est initiée à l'intérieur? Mais au Cameroun, nous n'avons pas de justice. Nous avons au sommet de l'État, pour le cas des juridictions militaires, nous avons à leur tête le président de la République, qui se trouve être le président du RDPC. Le président du RDPC utilise les institutions de l'État pour broyer ses adversaires. Puisque c'est lui qui nomme, on dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires, et le chef des forces armées, je ne sais pas si l'expression est exacte, qui nomme les magistrats militaires. C'est lui qui les nomme. Ils dépendent de quoi? Du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense dépend de quoi? De la présidence de la République. Donc ils sont infiodés au président de la République, ils sont infiodés au RDPC, qui a pour adversaire les différents opposants. Donc le président de la République, est-ce qualité de président, de président du RDPC, instrumentalise les institutions de la République, dont il est le supérieur hiérarchique, n'est-ce pas, pour broyer ses adversaires politiques. Maître, et vous vous imaginez, la Constitution du Cameroun consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. La loi consacre la liberté, l'indépendance totale du juge. Quand un juge en vient donc à décider de se mettre sous la coupe du pouvoir exécutif, c'est de sa responsabilité personnelle. Parce qu'il est poursuivi. Pour un dommage et intérêt, l'État n'accepte pas de l'assister, d'être suffisamment responsable. Quand bien l'État aura payé, il va se retourner contre lui. Ils ne le savent peut-être pas. Parce que c'est un cas d'illégalité. Ceux qui ont détenu Isamaho à tôt ou tard devront payer. Pour le temps qu'ils lui ont perdu. La loi le permet. Mais lorsque vous dites que tous disaient la même chose, j'attends les instructions. Lorsque un magistrat, quelqu'un qui est garant de la justice, dit qu'il attend les instructions, il attend les instructions de qui? Des hommes politiques? Moi, je m'en moque.
C'est des carriéristes. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Les magistrats camerounais sont incapables de s'organiser un syndicat, comme ça se voit sur d'autres cieux. Chacun a peur. Vous entendez un magistrat qui est libre, de par son serment, appeler les autres patrons. Un juge ne devrait pas avoir un patron, ça ne se fait pas. Quand vous passez dans les tribunaux, vous allez entendre les juges, ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, ceux qui ne sont pas chefs de juridiction, appeler leurs collègues des patrons, ne sont pas des patrons. Ils n'ont pour patron que le peuple, parce qu'on dit que le juge, qui juge souvent qui juge au nom du peuple camerounais. La justice est rendue au nom du peuple camerounais, c'est-à-dire que leur patron, c'est le peuple camerounais, ce n'est personne d'autre. Mais puisque leur carrière entre les mains, étant entendu aussi que sur le plan civil, c'est le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui, soit dit en passant, n'a pas été convoqué depuis 2019. Vous imaginez l'impact sur la justice? Du coup, tous les tribunaux, tous les juridictions sont devenus des comptoirs commerciaux où on vend le droit. C'est pour ça que je vous dis que la justice a foutu le camp. Quand vous allez en justice aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de soutien, soyez sûr que vous courez à votre perte. C'est le diagnostic qu'il faut faire aujourd'hui de la justice camerounaise. Donc pour vous, ce n'est plus la loi qui gouverne le Cameroun. Ce n'est plus la loi, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux et la puissance d'argent qui gouvernent la justice camerounaise. Et malheureusement, on ne peut pas se développer avec une justice corrompue. Un pays, lorsqu'un investisseur vient au Cameroun, la première des choses, ou partout dans tous les pays, là, tous les investisseurs qui vont dans des pays investis se posent la question de savoir comment se comporte la justice. Sur l'indépendance des juges. Au Cameroun, les juges ne sont pas indépendants. Du coup, on ne peut pas se développer. Quel type de Cameroun fabrique-t-on avec des adolescents brisés en cellule, maître? Vous dites? Quel type de Cameroun fabrique-t-on avec des adolescents brisés en cellule? Mais c'est un Cameroun sans devenir. On a coutume de dire, vous connaissez bien cette maxime, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Quand vous brisez votre fer de lance, c'est pour faire quoi? Les autorités administratives devenues aujourd'hui inconscientes, les gouvernants devenus inconscients, qui ont profité des flux de la République. Parce que pour la plupart, ils ont bénéficié des bourses de la République, de nos impôts. Ce sont eux qui broient cette jeunesse qui devrait assurer l'air. Regardez la tête de nos institutions. Il faut voir bien, il faut bien scruter l'âge des personnes qui trônent là-bas. Le président de la République a âgé d'aujourd'hui de combien d'années? Nous sommes bientôt 94 ans. 93 ans. 93 ans, vous vous imaginez? Il est entré dans la fonction publique depuis combien de temps? 1960 aujourd'hui, ça fait combien de temps? Il occupe la place de combien de jeunes aujourd'hui? Les postes que ses collègues et autres occupent. Combien de jeunes ne seraient pas là aujourd'hui? Regardez le président de l'Assemblée nationale. Regardez le président du Sénat. Dans quel état ces gens-là se trouvent? Quel supplice? Quel modèle pour les jeunes, pour la jeunesse camerounaise? Au Cameroun, quand vous avez encore 70, quand vous êtes 70 ans, vous êtes considéré comme un jeune. Sous d'autres cieux, voilà Barack Obama aux États-Unis, qui est encore tout frais, peut-être, je ne sais pas s'il a déjà 65 ans, il n'a pas 70 ans, qu'il a fait 2 mandats de 8 ans aux États-Unis, il est déjà parti. Les Bill Clinton sont encore là. Ils ont fait leur mandat, ils sont partis. En France, c'est pareil. Vous avez quelqu'un qui a vu passer dans d'autres pays pratiquement 5 présidents, même en Chine, Chine communiste. N'est-ce pas, où les libertés sont mises en coupe. On a au moins eu 5 présidents là-bas. Le nôtre, il est là. Non seulement il est là, le pire, alors c'est qu'il ne fait rien. C'est qu'il ne fait rien. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? En 2018, en 2018, le président de la République a fait campagne, il a battu campagne pour 7 minutes. En Gaoundéré. Quelqu'un qui veut te gouverner, il fait comment pour ne pas te rencontrer? Comment tu peux voter quelqu'un que tu n'as pas rencontré, qui ne t'a pas parlé? Ça relève de la sorcellerie ou quoi? Maître, revenons sur les cas d'incarcération. Quand vous écrivez que des Camerounais sont détenus sans mandat, sans juge, sans dossier, est-ce que ce n'est pas une exagération? Ça peut se vérifier. Je vous ai dit dans le cas de Ngoma particulièrement, on avait arrêté peut-être près de 1800 personnes qu'on a versées comme ça à la prison de New-Bell, de part et d'autre. Le lendemain, on a devait les prendre pour les confiner en Ngoma. Pour la plupart, ils n'avaient été identifiés nulle part. J'ai eu 2 cas comme ça, des frères Temfak, qui ont été libérés, fort heureusement, moyennant des réseaux. J'étais leur conseil. J'avais engagé une procédure d'habeas corpus pour leur compte, qui est encore en cours. Cependant, ils sont libres aujourd'hui. Je ne sais pas par quel mystère.
Lorsqu'ils sont allés au tribunal militaire, après un mois de séjour à la prison de Nobel, on a dit qu'ils n'avaient pas de dossier. On a demandé qu'on les ramène, au groupement de compagnie de gendarmerie. Ils n'avaient aucun dossier. Ça, c'est un exemple. Ils étaient plus d'une dizaine, peut-être des dizaines comme ça, à la prison de Goma. Qu'on a raflé, on a arrêté comme ça dans la rue. Et j'étais en prison sans dossier. Et lorsque vous entrez sans dossier, il est difficile de sortir. Je ne sais même pas comment les pensionnaires, les régisseurs ont fait pour accueillir ces gens-là. Le problème, c'est que ce sont les gens, ce sont les agents des forces de l'ordre qui viennent là-bas les mettre de force. C'est des abus, ce sont des actes de dictature. Les petites mains de la dictature, comme souvent le dit le professeur Alain Fouquet, qui est encore en prison, ce sont eux qui agissent ainsi. Ils terrorisaient tout le monde, y compris même les hauts responsables de l'administration du Cameroun. Parce que pas comprendre comment on peut faire pour imposer à un régisseur d'accepter quelqu'un en prison sans aucun titre de détention. C'est ce qui s'est passé. À la faveur Le régisseur lui-même n'a pas la possibilité de décider lui-même. Je vous ai toujours parlé de la peur là. Il attend les instructions. Tout le monde attend les instructions. Ok. Vous parlez des mineurs de 16 et de 17 ans qui avaient été détenus à Bafoussam. Que dit exactement la loi camerounaise et pourquoi n'a-t-elle pas été respectée concrètement pour leur cas? Je ne comprends pas bien le... C'est-à-dire, vous avez parlé qu'il y avait des mineurs que vous avez trouvés dans la prison à Bafoussam, au poste à Baganté. Est-ce que dit exactement la loi concernant la détention des mineurs? Non, disons que tout mineur de 14 ans et moins de 18 ans peut répondre pénalement. Mais ils sont pénalement responsables, mais ils peuvent avoir un statut particulier. Il y a, comment dirais-je, par exemple en matière de procédure, ils sont obligés de passer par l'information judiciaire. Le hic résidait plutôt au niveau de leurs arrestations. On doit faire très très attention lorsqu'on a affaire aux mineurs. Parce que ce sont des enfants. La loi les consacre comme tels. Pour que les mineurs puissent être arrachés à leur famille, il faut que ce soit des mineurs extrêmement dangereux. Parce que c'est des enfants qui sont encore en train d'être éduqués. Ils ne répondent encore presque de rien. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Ils ne sont pas responsables civilement. La plupart en est lorsqu'ils commettent du tort à un tiers, c'est leurs parents qui répondent civilement. Pour dire quoi? Que les mineurs sont délicats, ce sont des enfants. On ne doit pas les prendre comme des brigands et les mélanger même. N'est-ce pas? En prison, ils doivent avoir un statut particulier. On ne doit pas les mélanger avec les braqueurs ou les criminels de grand chemin, comme ça se passe pour le cas d'espèce. Je vous ai dit tantôt, leurs procédures doivent faire l'objet de beaucoup de délicatesse. Ils ont été arrêtés, par exemple, dans le cadre du contentieux ou des manifestations post-électorales. J'ai dit sur le plan criminologique, lorsqu'on enquête dans un crime, il y a des questions qu'on se pose. Celle de savoir si la personne contre qui on a des reproches à faire pouvait, n'est-ce pas, commettre les faits qui lui sont reprochés. Pour les mineurs, ils n'ont pas participé aux élections. Ils n'ont même pas l'âge de voter. Est-ce que cela n'a pas pu attirer l'attention de ceux qui les ont arrêtés? Est-ce qu'ils ont un tout petit peu vérifié que c'était des élèves dont la place est dans leur lycée et auprès de leurs parents? Pour le cas, par exemple, de Baranté, il y a présentement un étudiant qui allait en deuxième année à l'UIC de Badjoun. Il a eu le passage pour entrer à l'UIC de Badjoun. Alors qu'il accompagnait sa mère à Banja, il a été pris par le commandant de brigade lui-même, qui, sans vérifier son identité, sans lui demander de se présenter, l'a remis entre les mains, n'est-ce pas, des gendarmes cagoulés venus de la région, venus de chef-lieu de l'Ouest, de Bafoussam, qui l'ont pris et l'ont jeté en prison. Cet enfant est là, à la prison de Fumban. Et il y a un autre, âgé de 18 ans, qui a été pêché à Bouddha, alors qu'il allait à la boutique acheter un bout de pain. Il a eu son bac. Il devait s'inscrire à l'université en janvier 2026. On l'a arrêté le 25 octobre. À l'heure où je vous parle, il se retrouve en prison à Fumban. Est-ce le destin, n'est-ce pas, que nos gouvernants destinent à la jeunesse qui est le fer de lance du Cameroun? Certains parmi ces jeunes ont été accusés de pillage pendant la crise post-électorale. Ce sont des infractions matérielles. Lorsqu'on dit pillage, il faut le prouver. Il faut le prouver. Je vais vous raconter une anecdote, par exemple. Pour le cas de Tchang, vous avez vu la violence avec laquelle... Vous avez vu la violence des émeutes
Il y a eu des vidéos qui ont circulé. Vous avez vu le collégien lui-même dans le domicile du directeur de Bafsam en train d'arrêter des infracteurs, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ont été prises par vague là-bas, ont été gardées à vue peut-être pendant 2 semaines et traduites par devant le juge d'instruction. Un juge d'instruction que j'estime avoir voulu bien faire son travail, a investigué, a visionné les vidéos, a appelé certains de mes clients, a visionné les vidéos avec eux, constaté qu'ils ne se retrouvent pas dans ces vidéos. La conséquence devait être quoi? Leur libération immédiate, puisque la liberté est le principe. Que non, il ne l'a pas fait. Ça fait plus de 3 semaines qu'ils ont visionné ça ensemble. On a retrouvé certaines personnes dans ces vidéos. Pour moi, je ne défends pas les casseurs, je ne défends pas les infracteurs. Il faut que cela soit dit entendu. Que tu sois mineur et que tu aies commis des infractions, ou que tu aies pillé, que tu aies volé, ou que tu aies fait quoi que ce soit, tu dois répondre. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je me contente de défendre ceux qui sont habituellement détenus. Encore quand bien tu aurais commis, n'est-ce pas, une infraction, tu as des droits. Tu as des droits. Okay. Vous décrivez dans des prisons des détenus blessés, malades, abandonnés. À partir de quel et à partir de quand la détention devient-elle légalement une torture? Vous savez, lorsque la maison d'arrêt n'est qu'un endroit d'isolement, lorsqu'un citoyen, fût-il un infracteur, est en détention, il ne perd pas ses droits. Il est juste, n'est-ce pas, sorti de la société pour être gardé quelque part. On parle de l'emprisonnement. Il doit être nourri, soigné, entretenu, aux frais de l'État. Si l'État n'a pas de frais, il n'a pas le droit de le garder. Malheureusement, force est de constater, pour prendre le cas spécifique, j'ai devant eu à le dire, au niveau de la prison de New Bell, il y a les gens qui mangent des souris pour survivre. Ah bon? La ration quotidienne, pour la plupart, c'est le maïs charançonné. Si vous n'avez pas de la famille, si vous n'avez pas de soutien de l'extérieur, c'est des centres de torture. Lorsque vous vivez dans ces conditions-là, même à l'intérieur des prisons, même à l'intérieur de la prison, il y a des centres de torture. J'ai présentement le cas, j'espère qu'à travers votre tribunal en visionnant notre entretien, ça va en appeler à la conscience du régisseur de la prison de New Bell. Il y a le cas du jeune Badjoun Jean-Jacques, n'est-ce pas, un jeune nanti d'un master 2 en communication, comédien, qui s'était reconverti, puisque tout le monde chôme. Le diplôme ne garantit plus rien, au Cameroun, la formation ne garantit plus rien. Voilà, un comédien qui se trouvait être aujourd'hui en prison parce qu'on l'avait arrêté fortuitement le 9 août 2025 pour avoir vu dans son portable, qu'on a même fouillé légalement, une vidéo dans laquelle il se retrouvait au siège du MRC le jour que Kamto revenait de son meeting retentissant sur la place de la République à Paris. Il se retrouve aujourd'hui en prison. Et comme un malheur ne va jamais seul, il a été mis en isolement. Ça veut dire dans une autre cellule dans la prison, où il ne voit pas la lumière du jour. Il n'est pas entretenu. Il y a ça peut-être 2 semaines, je suis allé voir le responsable chargé de la sécurité. J'ai plaidé sa cause. Devrais-je même plaider pour qui que ce soit, pour qu'il allège sa peine. Il m'a promis de le faire. Mais l'autre jour, il m'a appelé, je ne sais pas par quelle aide, il m'a appelé pour me dire qu'il est toujours dans la même condition. La fois où j'étais en prison, il avait fondu en larmes, j'étais mis à genoux comme si c'était le bon Dieu. Il avait tellement coulé les larmes que je lui ai dit, que je l'ai même menacé carrément. Au point de lui dire que s'il ne cessait pas de pleurer, j'allais quitter les lieux. C'est ainsi qu'il s'est tué. Vous vous imaginez que même dans les prisons, on torture les gens. C'est illégal. Qui porte la responsabilité pénale et morale de ces détentions? Ceux qui ont en charge ces personnes et ceux qui les ont envoyées. S'agissant des détentions illégales. Parce que, soit dit en passant, toutes les personnes qui ont été arrêtées à la faveur de ce contentieux électoral, je ne sais pas si on peut parler de contentieux électoral, sont des civils. Ils se trouvent aujourd'hui entre les mains de la justice militaire, qui les a mis en prison. En cette matière, le tribunal militaire n'a aucune compétence. Le juge militaire, de par l'article 2 du Code pénal du Camerounais, de par l'article 45 de la Constitution du Cameroun, de par la Déclaration universelle des droits de l'homme,
le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, n'a aucune compétence, c'est-à-dire même la bribe de compétence pour juger des civils. Donc tous ces jeunes toutes ces personnes qui sont détenues, à l'heure où je vous parle, le sont, n'est-ce pas, en violation totale de la loi et même de la Constitution du Cameroun, et sont les gouvernants qui en portent la responsabilité. C'est d'autant qu'il y a même un précédent. En ce qui concerne les professeurs Alain Fogué, professeur Kamtou, professeur, son excellent brillantine, professeur Maurice Kamtou, le président élu de 2018 de la République du Cameroun. Il y a un avis du groupe de travail des Nations Unies contre la torture qui avait qualifié leur détention d'arbitraire et invité le Cameroun à les libérer. Comme les Bibou Nissak, Pascal Zamboué et le professeur Alain Fogué. Donc. Vous voyez, même au niveau international, le gouvernement camerounais ne respecte rien. Ça, c'est depuis 2022. À date, on avait imparti un délai de 6 mois à l'État camerounais pour les libérer. À date, ils se retrouvent toujours en prison. Okay, donc ceux qui emportent la responsabilité, ce sont les commanditaires, nos gouvernants. Nous allons sortir, maître. Quand vous saisissez les juridictions pour des procédures d'habeas corpus, tout à fait. Croyez-vous encore que la justice camerounaise peut se ressaisir? Je vais vous raconter aussi une anecdote. J'ai mon jeune collaborateur au cabinet qui m'a fait rire. Il se moquait carrément de moi. Il m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je continue encore à soumettre des requêtes au juge, sachant que ça ne va aboutir à rien. Je lui ai répondu, bonne question, mon fils, parce qu'il l'appelle fils. Mais retiens une seule chose. Tant que l'avocat baisse le bras, la justice fout le camp. Je vais le faire juste à ce qu'il comprenne. Donc quand bien j'ai saisi, je sais que j'ai contre moi un mur. Mais ce mur va se fissurer un jour. Et la vérité, et la démocratie triomphera au Cameroun. Même la défense que j'ai décidé de faire, cela participe de la quête, n'est-ce pas, pour un état de droit dans notre République. Justement, j'allais vous poser la question, malgré la fatigue, les pressions et les risques, pourquoi vous continuez? Je peux vous dire que c'est l'humanisme qui me guide. C'est l'humanisme que j'ai en moi. C'est la générosité de cœur que j'ai en moi, que ma mère m'a inculquée. J'ai beaucoup reçu des gens j'ai quitté mes parents à 8 ans. J'ai été élevé peut-être par 12 familles. Parfois, quand je voyage avec un ami, il s'amuse à dire, Batou, il va dire qu'il a vécu ici. J'ai été peut-être encadré par... J'aurais même pu être un délinquant. C'est des familles anonymes qui m'ont élevé. J'ai quitté mes parents à 8 ans. Donc si ces familles-là, que je ne connaissais pas, n'avaient pas été là, pour m'assister ou pour m'aider, je ne serais pas là où je suis. D'où je me sens aussi l'obligation, n'est-ce pas, d'assister les autres qui n'ont pas de soutien. Et quand je dis que c'est ma mère qui m'inspire, c'est parce que ma mère dit une générosité débordante. Vous parlez de communication, je communique plus sur ma mère. On voit ça. C'est elle qui m'inspire. Chaque fois que j'ai eu terminé, comme la fois dernière, après ma tournée, il fallait que j'aille la voir pour m'inspirer. Maman Sophie, ton nom Joséphine. Ok, si vous avez un message à adresser à votre mère. Oh, vraiment, elle est mon Dieu sur terre, Maman Sophie. Maman Tona Joséphine. C'est une mère extraordinaire. Elle est bien âgée, elle sort que métisse. C'est notre fierté. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenu. C'est d'autant plus que notre père et moi, nous avions à peine 14 ans. Et parfois, je coule les larmes lorsque je le dis, parce qu'elle a dû même s'esclavager pour nous nourrir, pour nous envoyer à l'école. Elle venait jusqu'à dans les plantations de Boubala cultivées pour pouvoir payer nos pensions dans les différents champs. Vous voyez, quand mon père est mort, elle n'a choisi de ne pas trouver un autre homme. Elle est restée fidèle à son mari. Elle n'a pas voulu se disperser. Elle s'est consacrée à notre éducation. Et Dieu merci, nous tous, ces enfants, nous avons réussi. Donc, quand je le fais aussi, c'est un peu pour lui rendre cet honneur. Ok, c'était un vibrant hommage. Pour sortir, maître, si vous aviez un message à adresser au président Paul Biya et à la justice camerounaise concernant tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous assure que j'en veux beaucoup au président de la République. Je n'ai pas d'amabilité pour lui. Mais je l'aime beaucoup en tant que patriarche. Jusqu'en 90, j'adorais le président de la République. Chaque chose a un temps. Si je devrais geler ma conscience pour lui passer un message, puisque je sais que ce message ne passera même pas, et que s'il écoute, n'en fera rien, je lui demanderais seulement de libérer le Cameroun, d'enlever les chaînes sur le cou du Cameroun. Notre président de la République a mis les chaînes sur le cou du Cameroun. Comme Floyd, comme Floyd aux États-Unis, tant qu'il n'enlève pas ces chaînes. En tout cas, s'il ne le fait pas, les Camerounais vont le faire. Chaque chose a une fin. Moi, je n'invite pas à la révolte. Les Camerounais ont le droit de protestation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait du mandat que nous avons, du pouvoir, chaque parcelle du pouvoir que nous avons, nous pouvons démettre le président de la République légitimement à tout moment. C'est pour ça que notre credo au niveau du MNC, c'est la tenance dans la paix et pas les unes.
Nous sommes des gens de paix. Je répète que vous n'êtes pas ici en tant que militant de MRC. Non, je suis là comme avocat des détenus. Justement. Ça, je l'ai dit. Ok. Et à la justice camerounaise, quel est le message que vous leur adressez? Mais je veux seulement demander au magistrat de s'affranchir. De s'affranchir, n'est-ce pas, des chaînes. Au magistrat camerounais de s'affranchir des chaînes qu'ils sont eux-mêmes mises sur le corps. Je ne sais pas comment, et de s'organiser un syndicat pour pouvoir se défendre eux-mêmes. Parce que même les magistrats camerounais sont maltraités. Ils ne sont pas payés. Si on parle de la corruption, c'est parce que les magistrats ne sont pas payés. Les magistrats n'ont pas de conditions de travail décentes. Quand vous arrivez dans d'autres pays, vous avez, même en Afrique, même les tribunaux de la cour d'appel du littoral, la plus grande cour d'Afrique centrale, n'est-ce pas, ne vaut même pas un tribunal de grande instance en Côte d'Ivoire. Ils vivent de quoi, maître? Pour la plupart, ils vivent de la corruption. Vous pensez qu'un magistrat qu'on paye à 300 000, même 500 000, peut vivre décemment à Douala avec une famille? Ils sont obligés d'arrondir les gens. Il faut se dire la vérité. Dans un premier temps, il faut payer les magistrats à leur juste valeur. Il faut améliorer leurs conditions de vie. Mais ça ne justifie pas, n'est-ce pas, la corruption qui est une infraction. C'est d'autant plus que, malgré ces vicissitudes de la vie, certains arrivent à s'en sortir sans se corrompre. On en connaît des magistrats. Je connais un autre comme ça à Bafoussam, qui systématiquement, à chaque audience, interdit à quelques justiciables que ce soit, et le dit en public, de l'approcher pour négocier quoi que ce soit. Il y a des magistrats quand même qui demeurent intègres. Mais pour certains, bon, je ne sais pas comment ils parviennent à s'en sortir. Hein. Sinon, c'est l'État qui fait en sorte que la magistrat... En réalité, notre État maintient tout le monde dans la servilité. Même les fonctionnaires camerounais. L'État fait en sorte... On a tellement d'argent dans ce pays qui est confisqué par quelques barons de régime. L'État fait en sorte qu'il maintienne même le fonctionnaire camerounais dans l'état de nécessité pour le soumettre. En réalité, c'est une politique de soumission, c'est un mode de gouvernance. Donc l'État camerounais soumet surtout les fonctionnaires. Si vous n'êtes pas fonctionnaire, n'est-ce pas, vous avez l'administration qui vous prête l'administration des droits, l'administration des impôts. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Donc si le président de la République peut écouter la jeunesse, à 57 ans, je me traite encore comme un jeune, alors que sur d'autres dossiers, un président à 57 ans, on a déjà fini les mandats présidentiels. Okay. Pour sortir définitivement, maître, si vous aviez un hommage à rendre à 4 magistrats, vous pouvez les citer? Il y a un magistrat, je ne vais pas citer les noms. Oui. Il y a un magistrat à Douala qui malheureusement a défrayé la chronique. Ça va étonner plus d'une personne. Qui avait peut-être presque libéré un homme qui était victime de féminicide. J'ai beaucoup plaint cette dame-là. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle n'est pas un mauvais juge, je vous le confesse. Je ne vais pas donner son nom. Et il y a un magistrat à Yaoundé, je vais donner son nom, que tout le monde connaît sous le petit nom de Jésus. Le magistrat Chilik, dont la carrière a été brisée parce que c'est l'un des rares magistrats qui n'avait pour seul instrument de travail que la loi et sa conscience. Et il y a un autre qui est décédé malheureusement, encore tout récemment, décidément. Un magistrat au tribunal de première, beaucoup vont le reconnaître à travers mon propos, au tribunal de première instance de Douala Bonabéry, qui a pris celui de m'appeler, alors que je ne le connaissais pas, pour me demander de le récuser. Vous imaginez? Le récuser, c'est-à-dire que je demande qu'il se déporte de mon dossier. Il m'a demandé à moi, avocat, que je ne connaissais pas de le faire. Et lorsque je suis allé vers lui, il m'a dit qu'il recevait des pressions. J'ai compris que ce sont ses supérieurs qui lui demandaient de rendre la décision dans le sens non prévu par la loi et qui ne voulaient pas la violer à sa conscience. Fort heureusement, effectivement, j'ai écrit pour dire que je ne souhaite pas qu'il connaisse de mon dossier. Et il a été déporté du dossier. J'ai eu gain de cause dans ce dossier. Il y a très peu de magistrats comme ça. Je vais aussi payer un tribut au président de la Cour suprême du Cameroun. Hein. C'est vrai que la Cour suprême ne m'instruit pas aujourd'hui. Mais c'est un très grand magistrat. Il y a aussi le magistrat Minko, qui est passé par la Cour d'appel de Douala. J'ai eu beaucoup d'estime pour lui. Bon, je pouvais en citer. Il y a aussi une autre dame là, Madame Chembou, à Bafoussam, okay, à la Cour d'appel de Bafoussam. Tout n'est pas pourri. Hein. Il y a des gens qui maintiennent encore la flamme. Tout n'est pas complètement pourri. Et c'est pour ça que nous nous battons. De part et d'autre où je passe, ces magistrats m'appellent. Ils me disent, maître, ce que vous faites est bien, mais nous sommes liés par quoi? Je les invite seulement, n'est-ce pas, à m'aider à poursuivre sereinement mon travail. Vous avez vu ce que cela m'a coûté. Je serais aujourd'hui presque dans la rue. Hein. Si je n'avais pas cette force mentale, je n'avais pas le soutien de certaines personnes. Parce que j'ai été frustré du fait de 15 ans de travail. Mais ça ne me gêne pas, ça me galvanise plutôt. Okay. Parce que je ne vis pas que du ventre. Je ne vis pas du ventre. Je vis de l'esprit. Je vis du bonheur que je procure aux autres. On ne peut pas être heureux à voir les autres misérables.
D'accord, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation, maître. C'est moi qui vous remercie, M. Fumitsu. J'espère avoir, n'est-ce pas, été à la hauteur de vos attentes, ainsi que l'attente de vos followers. Nous nous sommes régalés, maître. Mesdames, messieurs, ce que vous venez d'entendre ne concerne pas un camp politique, cela concerne notre humanité. Se taire, c'est accepter, se taire, c'est cautionner tout ce qui se passe dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ce jour maître Fabien Kenyé, qui est avocat des prisonniers politiques issus de la crise post-électorale de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Merci encore une fois de plus, maître Fabien Kenyé. C'est moi qui vous remercie, ça fait un plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'à ce niveau. Merci de toujours nous suivre sur Cameroun Investigation. Chaque semaine, nous faisons l'effort d'inviter une personne qui viendra vous apporter les réponses sur des questions que vous vous posez dans la société. Continuez à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour rester alerté de nos prochaines vidéos. On va se retrouver, mesdames et messieurs, la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et j'aimerais rappeler pour terminer une fois de plus que cette émission ne concerne pas un camp politique. Bien le bonsoir.